Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de ce thème qui intéresse certains d'entre vous, j'imagine, du business plan à la levée de fonds et comment approcher les investisseurs pour maximiser ses chances de succès. En 2 mots, je vais me présenter. Je suis moi-même un entrepreneur dans ce domaine, puisque après des études d'ingénieur et une dizaine d'années dans la banque d'affaires, j'ai créé en 2000 un fonds d'investissement, Alven Capital, qui est aujourd'hui un des principaux acteurs du financement de l'early stage en France, et notamment des séries A, ce qu'on appelle les séries A. Je reviendrai là-dessus après, dans le domaine de l'IT, du digital et du numérique, essentiellement pour la France. Donc pourquoi lever de l'argent ? C'est une question qui se pose en général assez tôt. Il y a toujours un coût à faire une levée de fonds. Le coût, c'est d'abord le temps que ça prend. Ça prend en moyenne 3 à 6 mois pour une levée de fonds institutionnelle, de préparer les documents, d'approcher les investisseurs, de rentrer dans la négociation et de finaliser la levée de fonds. Il y a un coût, bien sûr, en termes de dilution. C'est le principal arbitrage que les entrepreneurs vont devoir apprécier au moment où ils lèvent de l'argent. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 100% d'une petite société ou avoir un peu moins d'une société plus importante? Et il y a un coût en termes d'indépendance, puisque quand vous levez des fonds, vous avez quelqu'un qui va ensuite vous demander des comptes, venir régulièrement à votre board, à votre reporting, demander un reporting. Par contre, la contrepartie, c'est évidemment de se donner les moyens d'avoir un projet plus ambitieux et d'aller plus vite pour atteindre vos objectifs. Alors, quand on parle de levée de fonds, on distingue vraiment 3 catégories de levée de fonds. Ce qu'on appelle seed, qui est en fait le tout premier tour, qui vient généralement peu de temps après la création et qui lui-même se décompose souvent en une partie plutôt friends and family et une partie vraiment tour d'amorçage. Ça, c'est un tour qui se fait en général dans la première année de la vie de la société, qui intervient à un moment où la société a peu ou pas de chiffre d'affaires. Et idéalement, pour un tour de seed, un tour d'amorçage auprès d'investisseurs institutionnels, il est préférable d'avoir au moins, à défaut de chiffre d'affaires, ce qu'on appelle des signes de product market fit, c'est-à-dire idéalement qu'au moins 1 ou 2 clients aient déjà testé votre produit et puissent démontrer que le produit fonctionne et répond aux attentes, ce qui simplifie énormément l'appréciation pour l'investisseur du risque de produit. Donc ça, c'est la levée de fonds de seed. C'est typiquement des tours de 250 à 1 million d'euros quand c'est réalisé auprès de fonds d'amorçage. Ça peut être moins sur des levées plutôt friends and family qui suivent immédiatement la création. Et puis, généralement, en peu de temps, souvent 6 mois, 1 an, 2 ans après, vous avez ce qu'on appelle la série A, qui est en fait le premier tour institutionnel, qui est la levée de fonds qui fait appel typiquement à des investisseurs professionnels comme nous, qui intervient à un moment où en général les sociétés qu'on regarde font entre 100 ou ça peut être un peu moins, mais en tout cas quelques dizaines de cas euros minimum de revenus mensuels, ce qui permet déjà de valider l'adéquation du produit au marché, les cycles de vente et les principales hypothèses du business model en termes de coût d'acquisition client et de rentabilité des clients. Et puis après, quand la société se développe bien, mais ce n'est pas toujours obligatoire, il y a parfois ce qu'on appelle des levées de late stage, série B ou C, qui interviennent quand les sociétés font plusieurs centaines de cas euros de revenus et qui souvent font appel à d'autres types d'acteurs spécialisés dans cette levée de fonds de série B ou C. Donc on s'interroge souvent sur comment apprécier, calculer la valorisation. Les venture capitalistes interviennent typiquement à un moment où les métriques de la société sont encore très mal connues, où il y a très peu d'historique, et donc la valorisation ne se calcule pas à partir d'une formule, d'un multiple de l'EBIT ou des chiffres d'affaires, mais elle se calcule beaucoup plus en fonction des hypothèses du business plan et des perspectives futures.
La manière dont on raisonne, en fait, le plus souvent, c'est de raisonner sur un prix de sortie attendu et un multiple attendu. Donc on est dans un métier où on gère nous-mêmes l'argent de fonds de pension, de banques qui nous ont confié cet argent avec un certain espérance de rendement en fonction du risque qui est pris. Et on vise, quand on rentre en très early stage, d'atteindre des multiples de l'ordre de 5 à 10 fois dans l'hypothèse où ça se passe bien. Sachant que, évidemment, ça ne se passe pas toujours bien et que la moyenne sur l'ensemble du fonds va être plutôt entre 2 et 3 fois. Et donc, tout le raisonnement de la valorisation va découler de cette analyse qui consiste à se dire, si les choses se passent bien, mettons que la société va être vendue en fonction de son business plan 50 millions d'euros à échéance de 3-4 ans. On vise un multiple, mettons, de 10 là-dessus pour prendre en compte tous les risques que ça se passe moins bien. On investit 2 millions d'euros, et bien les 2 millions d'euros, on va en demander 40% pour qu'en échange des 2 millions d'euros, 40%, on fait une valorisation post-monnaie, ce qu'on appelle post-monnaie, c'est-à-dire y compris l'investissement de 5, et on a dans ce cas-là un multiple de x10 si on vend la société 50. Et par contre, si on la vend à 5, on est à 1 fois. Donc c'est vraiment ce raisonnement qui va guider les investisseurs, sachant que dans ce métier du venture capital, les fonds sont toujours minoritaires et donc on raisonne toujours sur un poids qui généralement est compris entre 20 et 35%. Et donc la discussion de valorisation découle beaucoup en fait du montant qu'on a choisi de lever et du rapport qui va s'instaurer entre le montant levé, la valorisation et le pourcentage. Donc quand on lance une levée de fonds, il y a tout un process qui consiste à d'abord bien définir les cibles. Vous voyez, il y a beaucoup de venture capitalistes qui interviennent sur les domaines très divers. Il y en a qui sont spécialisés en bio, en medtech, en plutôt late stage, c'est-à-dire des séries B ou au contraire en seed. Donc la première étape, c'est de bien identifier à partir des informations qui sont toutes publiques quels sont les fonds qui sont potentiellement adaptés à votre besoin, de, si possible, avoir plutôt une introduction auprès de l'un des membres de ces fonds, et éventuellement de faire appel à un lever. En France, ça se fait assez couramment. Je dirais que nous, la moitié environ des sociétés qu'on finance sont présentées par des leveurs de fonds. Il y en a 4 ou 5 qui sont des banques d'affaires un peu spécialisées dans ce domaine et qui permettent d'accompagner le travail des entrepreneurs. Et puis, enfin et surtout, il faut préparer les 2 documents essentiels pour la levée de fonds, qui sont un teaser, typiquement un document d'1 à 2 pages, qui résume les principaux paramètres de la société et que vous envoyez pour, en gros, ouvrir le dialogue et en général obtenir un premier rendez-vous. Et puis après, la présentation PowerPoint, qui va servir de base au management meeting, donc au rendez-vous avec l'investisseur. Et là-dessus, il y a... Vous voyez, chacun a sa propre idée sur la question, mais nous on considère que un plan de base qui couvre ces 6 points-là permet d'être assez exhaustif et de répondre aux attentes des investisseurs. Donc commencer par présenter l'équipe dans son ensemble, avec son expérience, être très au clair sur l'activité, sur qu'est-ce que vous faites et quels sont les produits, quitte à ne pas hésiter à donner un exemple de marché, de clients et de produits vendus. Ne pas être timide sur la concurrence. Il vaut mieux expliquer qu'on a des concurrents, expliquer qu'est-ce qui le différencie que de penser qu'il n'y en a pas. Bien détailler le business model, pas tellement le business plan, mais le business model au sens qu'est-ce qu'on vend, pour quel prix, avec quelle justification sur ce prix. Donc c'est plus les hypothèses du business model qui sont intéressantes que l'Excel lui-même. Et la roadmap, ça c'est très important, c'est de bien expliquer quelles sont les étapes qui sont devant vous. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui va être fait dans 6 mois, dans 12 mois, dans 15 mois? Et puis enfin, un business plan simplifié. Celle-là, de nouveau, ce n'est pas une feuille Excel avec 50 lignes. C'est vraiment un business plan très simple qui répond aux hypothèses qu'on a détaillées avant sur le business model et qui donne en gros chiffre d'affaires, marge brute, EBIT, trésorerie sur 5 ans. Donc ce qui va faire que
l'investisseur va s'intéresser à un dossier plutôt qu'à un autre, c'est souvent essentiellement ces 3 ou 4 critères. Le premier, c'est le marché, au sens qui est un peu l'élément qui permet de mesurer l'ambition du projet. Vous voyez, le piège, c'est souvent d'adresser un marché tellement niche que même si ça se passe très bien, on va avoir une affaire qui va faire à la fin 4-5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui peut être une très belle histoire d'entrepreneur, mais qui ne justifiera pas un financement de 3-4-5 millions d'euros au départ, qui elle-même justifierait une valeur de sortie à 50. Donc l'appréciation de la taille du marché est importante, et évidemment du fait que des caractéristiques précises de l'avantage concurrentiel que vous pensez avoir pour adresser ce marché. Bon, le deuxième point, qui est en fait le premier en réalité, c'est l'équipe. Alors c'est très difficile de qualifier précisément ce qui va faire qu'une équipe va séduire un fonds plutôt qu'une autre, mais je dirais que les critères de base, c'est déjà souvent il y a une certaine vertu à avoir une équipe de 2 ou 3 fondateurs avec des profils un peu complémentaires plutôt qu'un seul. Ça permet de rassurer l'investisseur sur l'équilibre des rôles au sein de l'équipe. Et puis là, la combinaison de l'expérience, sans forcément que ce soit 5 ans d'expérience, mais les 2-3 ans d'expérience précédente qui montrent que l'entrepreneur a déjà une bonne connaissance de son marché, de son produit et de ses clients, et un plus. Et puis, bon, bien sûr, le confort sur les hypothèses du business plan et sur l'adéquation de ce business plan au projet. Alors, il y a quelques erreurs, à notre avis, à connaître et à éviter. D'abord, sur le fond, l'erreur la plus commune, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est de mal expliquer son business. Une fois sur deux, à l'issue d'une présentation, on n'a pas compris ce que fait la société. Et ça, c'est un point essentiel, d'être capable d'être le plus synthétique et précis possible pour expliquer qu'est-ce que vous faites. Bon, sous-estimer la concurrence, on en a parlé, esquiver les questions. C'est important d'avoir un business plan chiffré, même très approximatif, mais d'avoir au moins un ordre de grandeur des chiffres sur les 4-5 prochaines années. Et l'autre piège, c'est de donner des business plans avec des chiffres excessifs, par exemple des chiffres d'affaires à 100 millions d'euros à 2 ans, des taux de marge à 50%, avec des EBIT à 40 millions d'euros à 2 ans. Tout ça, à la limite, pose plus de questions sur la crédibilité de l'équipe que sur l'ambition du projet. Bon, sur la forme, quelques point un peu basique, il faut avoir une présentation PowerPoint. Vous voyez, c'est quand même la base pour être synthétique et clair sur une réunion de 45 minutes. Il vaut mieux éviter d'arriver à 5 ou à plus à un meeting. Et le bon format, c'est peut-être 2-3 personnes. Et puis avoir une bonne fluidité entre les membres de l'équipe qui parlent à tour de rôle, tout en respectant le timing qui, en général, pour un premier rendez-vous, est de 45 minutes à 1 heure. Donc après, comment marche le process d'une levée de fonds? En quelques mots, c'est un process assez long. Il ne faut pas négliger de nouveau le fait qu'en amont du process, il y a en général plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois avec des leveurs de préparation. Qu'ensuite, le côté investisseur, entre le premier contact et la décision d'investissement, il s'écoule en général 3-4 semaines minimum avec un premier meeting, ensuite un meeting avec l'ensemble de l'équipe, après en général un meeting de nouveau avec la personne qui est en charge du dossier, qui va creuser certains aspects du business model et du pipe, et puis tout ça aboutit à une décision d'investissement de principe chez l'investisseur qui intervient 3-4 semaines plus tard. Et là, on rentre dans la phase qui est la phase de négociation juridique, qui elle-même prend, je dirais, 4 à 8 semaines suivant les cas, qui passe par la négociation de la term sheet d'abord. Donc là, la term sheet, c'est un document de 7 ou 8 pages qui décrit les principales hypothèses business de l'investissement, quel montant, quelle valorisation, quelles clauses essentielles en termes de droits préférentiels, de pacte, etc.
et puis les bons, enfin la manière dont le management sera intéressé à la suite de l'aventure. Une fois que les term sheet est signé, on rentre dans une phase là qui est vraiment du process juridique, de ce qu'on appelle la due diligence, donc avec une partie en général purement juridique, de vérification des contrats, de l'historique social de l'entreprise, et puis une partie comptable pour vérifier que, pour lequel en général l'investisseur fait appel à un cabinet extérieur de type auditeur pour vérifier que les hypothèses du business plan sont réalistes et que les chiffres présentés sont réels. Et tout ça aboutit à la confirmation de la décision d'investissement et en parallèle la rédaction d'un pacte d'actionnaires qui décrit les relations entre l'investisseur et l'entreprise, et puis le closing et le versement des fonds qui intervient tout à fait à la fin du process. Alors ça, c'est la levée de fonds. Après, c'est pas fini, puisque en général, vous êtes parti pour 3, 5, parfois 7 ans de relation avec l'entrepreneur, avec l'investisseur. Donc c'est un choix vraiment structurant. Et cette relation va se matérialiser par des réunions régulières. En général, les investisseurs sont membres d'un board ou d'un conseil de surveillance ou de comité consultatif qui se réunit tous les 6 à 8 semaines, qui passe en revue le reporting financier et qui s'interroge aussi sur des questions stratégiques de partenariat, de rapprochement, de recrutement significatif. Et là où l'investisseur est souvent le plus utile pour les entrepreneurs, c'est quand il s'agit de discuter de rapprochement, de sortie, à la fois de timing, de valo, de process et d'opportunité de rentrer en discussion de M&A avec tel ou tel acteur, sur lequel l'investisseur peut vraiment avoir un rôle clé d'accompagnement de l'entrepreneur. Voilà, en quelques mots, ce que je pouvais vous dire sur la business plan. Si vous avez des questions, il nous reste, je crois, 2 minutes. En seed, vous ne faites que de la série A et série B On fait essentiellement de la série A, mais comme beaucoup d'investisseurs de série A, si on voit un dossier en seed qui est extrêmement prometteur, dont on a des raisons de penser qu'il va tout de suite passer en série A, il nous arrive d'intervenir dès le seed. Et en général, c'est pas le tour de... C'est pas le tour de Friends and Family, c'est un des tours de seed un peu conséquent de 500 000 à 1 million d'euros sur les sociétés qui ont déjà un peu de traction commerciale. Non, mais l'ordre d'idée, c'est ce que je disais, c'est qu'on vise un multiple global sur un portefeuille de l'ordre de 2,5 à 3, qui est un peu le minimum qu'il faut rendre aux investisseurs après 5 ou 7 ans pour qu'ils aient l'impression qu'ils sont bien rémunérés de leurs propres risques. Et ça correspond à une moyenne de, je dirais, 10 à 20% des dossiers où on va vraiment perdre tout, pratiquement tout. Après un tiers de dossiers sur lesquels on va être en gros une fois, un peu plus, un peu moins, et puis 40% sur lesquels on va gagner pas mal, sachant que ce qui est vraiment important dans le métier, c'est d'avoir quelques dossiers qui vont faire un gros multiple. Et c'est pour ça que le vrai enjeu le vrai facteur de conviction de l'investisseur, c'est de le convaincre qu'il peut faire un multiple de x10, x15. D'où l'importance de montrer l'ambition du projet, l'ambition des entrepreneurs et la taille du marché visé. Une question plus pratique. Peut-on retrouver ce diaporama quelque part ? Écoutez, il est en tout cas
à la disposition sur Déclic, donc on fera ce qu'il faut pour qu'il soit disponible par le Déclic. Je vous remercie. Très bien, merci à tous.